Donc voilà pour le cancer de vessie qui va changer beaucoup. Le vrai souci, c'est aujourd'hui le coût de ces immunothérapies et la possibilité d'avoir des facteurs prédictifs pour éviter justement de balancer des médicaments à ce prix-là de façon inutile à une majorité des gens, alors qu'on sait qu'il y a une partie qui en bénéficie de façon majeure. Ce qu'on aimerait bien, c'est trouver la partie qui bénéficie de ces traitements, mais c'est pas encore tout près. Oui, bien sûr, mais ça va être. Oui, mais ça fait 3-4 ans, hein. Non, mais nous aussi, hein, dans la vessie, on n'a toujours pas, hein. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis obligé d'aller envoyer à droite. Quand j'ai pas un essai thérapeutique, je l'envoie aux collègues qui en ont, etc. Mais c'est très sportif d'arriver à faire traiter les gens. Les autorités de santé, là aussi, n'ont pas, sans doute, parce qu'un malade qui va bien, c'est aussi un malade qui coûte quelquefois moins cher qu'un malade qui continue à saigner, à être obligé d'être hospitalisé. Comment? Eh ben, on a eu le compassionnel. Ouais, moi, pendant qu'on a eu le compassionnel, là, pendant quelques mois, moi, on en a traité 35 comme ça. Mais après, oui, quand même. Mais après, on nous dit c'est coupé, donc les malades qui sont en cours, ça va, mais ceux qui arrivent au mois de mai, paf, il y en a plus. Alors qu'ils ont la même chose que ceux qui étaient du mois d'avril, quoi. On a du mal. Et que là-dedans, on en a qui répondent bien et qui vont bien. Et franchement, on a des réponses de temps en temps assez spectaculaires, même si, évidemment, on a énormément d'échecs. Hein, il faut pas. C'est bon pour le. Je suis pas trop long. Alors, sur la prostate, j'ai décidé, comme je pensais que j'ai enlevé tout ce qui était biologique nouveau, à tort. Non mais, parce que finalement, comme j'ai vu que sur le programme c'était plus court, tout à l'heure je me suis amusé à enlever des diapos. Bon, s'il y a besoin d'en rediscuter, je le ferai sans diaporama, c'est pas grave, ou sinon, je vais aller en chercher un. Je vais rester très pratique. Radio-hormonothérapie longue, quelle durée optimale? Vous savez que donc on est parti de 3 ans avec les CERTC, puis après ça a été 2 ans avec les essais américains, et finalement les Canadiens enfin sont publiés. Il vient de publier, Nabib, son essai thérapeutique, 18 mois versus 3 ans, et c'est non-infériorité, et c'est bien non-inférieur. Donc aujourd'hui, 18 mois reste maintenant, bon, là aussi en coût, en morbidité, etc. Évidemment, on ne peut pas dire que ça soit équivalent, mais quand on voit, voilà, quand on voit les courbes, enfin c'est pas très joli là, mais on voit bien qu'il se passe rien, hein, d'accord. Et donc aujourd'hui là-dessus, je crois qu'on peut réfléchir en 18 mois. Nous maintenant, on met toujours hormonothérapie longue, au minimum 18 mois, voilà. Mais souvent ça se termine en 18 mois. Sauf des formes très graves, etc. Deuxième question importante, c'est dans les formes localement avancées, etc. Est-ce qu'on a des indications au docétaxel en association? Donc 3 études, et la seule qui soit vraiment avancée, c'est le GTUC12, et Karim Fizazi a rapporté les données à 12 ans du GTUC12. Le GTUC12, c'était localement avancé. On pouvait faire normalement n'importe quel traitement loco-régional, radiothérapie ou chirurgie, mais ça a été pratiquement tout le temps de la radiothérapie. Les chirurgiens n'ont pas cru au traitement à l'époque loco-régional sur des formes graves. Maintenant, ils changent de principe, mais à l'époque, ils n'y ont pas cru du tout, et donc ils n'ont pas joué le jeu à tort. Mais la randomisation se faisait sur association, donc radio-hormonothérapie à l'époque 3 ans, puisque c'était le BOLA, avec ou sans une chimiothérapie qui n'était pas avec du taxotere seul, mais taxotere Eustrasie, parce que rappelez-vous les 2 études avant que sortent les données du SWOG, taxotere Eustrasie donnait davantage de réponses thérapeutiques. Bon, mais c'est pas grave, je pense que comme les résultats sont les mêmes en survie quand on avait vu taxotere ou taxotere Eustrasie, je pense que ça ne biaise pas cette étude. Et les critères pour entrer, c'était les critères de D'Amico, de mauvais pronostic, mais un seul critère suffisait. Et bien finalement, on se rend compte qu'avec ce critère-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent, en tout cas pas suffisamment pour que l'étude soit significative à 12 ans. Pour des mauvais pronostics, c'est dur. Hein.
Et on n'avait pas à l'époque les traitements que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les mortalités à 10 ans sont très faibles. Hein. Donc on a dans les premières données des avantages en survie sans progression biochimique. Et là, ça va être des survies sans progression radiographique ou clinique, etc. Et on a cet avantage. Mais on n'a toujours pas de données en survie globale. Donc aujourd'hui, on n'en fera pas un standard. Alors ça doit être la survie sans métastase. Hein, on est un petit peu au-dessus. Mais vous voyez qu'en survie globale, regardez en survie globale, on est à 12 ans, il y a encore pratiquement 70% des gens vivants. Mais là-dedans, quand on voit l'âge des gens, une majorité sont morts aussi d'autre chose que de leur cancer. Donc, dans l'étude qui est en cours aujourd'hui en France, Karim Fizazi a choisi de prendre des critères de gravité plus importants, mais 2 critères de gravité minimum. Donc quand vous avez des patients, même avec un D'Amico 1, aller discuter du taxotère aujourd'hui, c'est sans doute pas une bonne idée. En tout cas, vous n'avez pas de données pour penser que vous soyez utile. Hein, donc aujourd'hui, pas d'indication. Oui, non mais bien sûr. C'est sûr, mais à l'époque, d'ailleurs, personne n'a anticipé ces résultats à 12 ans, d'accord ? Et donc, quand on n'est pas sur la bonne hypothèse, on n'a pas le bon échantillon, etc. Mais ce qu'on disait, on a du mal aujourd'hui à anticiper ce que sera l'avenir. Et finalement, là, on s'est dit, il y a un mauvais pronostic, on va avoir ça va être rapide d'avoir des survies globales. On est à 12 ans, on n'a toujours pas. Donc imaginez la difficulté aujourd'hui de construire des études, même pour les tutelles, avec pas assez de données à 12 ans. Qui va fournir des investissements pour avoir des retours sur investissement à 15 ans sur une population en plus vieillissante? Donc les tutelles, elles ont beau jeu de dire survie globale. Moi, je pense que c'est pas un bon critère et qu'aujourd'hui, on va vers les survies sans métastase. Parce que c'est pas pareil de vivre avec des métastases que sans métastases. Hein, je regrette, mais je pense que n'importe quel statisticien moyen, on lui dit mais pour vous c'est pareil d'avoir des métastases ou pas avoir, il va vous dire non. Hein. Mais pour les autres sans doute oui, mais enfin bon, c'est pas grave. On vit pas pareil quand même si on a des métastases, d'accord. Donc pas d'indication. La place des hormonothérapies de deuxième génération, bon, là vous savez les 2 études qui ont été publiées cette année dans le New England, 2 études, Prosper et Spartan, donc des études là aussi très importantes en nombre de malades, identiques, 1400 malades, et donc des patients qui sont M0 sur des critères de scintigraphie osseuse et de scanner thoraco-abdominopelvien, qui sont après traitement loco-régional en échec biologique et après hormonothérapie de première intention, et avec comme critère de jugement la survie sans métastase. Alors, le premier c'est Prosper. Vous avez vu ça, une différence très importante en survie sans progression métastatique. Hein, bon, je ne vais pas rentrer sur ces courbes, vous les connaissez maintenant en long, en large, en travers. Les objectifs secondaires sont aussi positifs. Et Spartan est arrivé en même temps avec, donc c'est un autre inhibiteur du récepteur des androgènes, mais vraiment de la même famille, hein, c'est un cousin germain. Et vous avez exactement les mêmes courbes. D'accord, exactement. Donc vous passez de 16 mois à 40 mois, donc pratiquement 3 ans de différentiel. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser en AT1 ou la palutamide, il suffit de faire la demande et le remboursement devrait arriver. Le problème, encore une fois, de ces molécules, c'est leur coût. Parce que ce n'est jamais qu'un super Casodex, jamais qu'un super bicalutamide. Quand vous aviez le bicalutamide, ça ne vous posait aucun problème intellectuel de pouvoir le prescrire. Aujourd'hui, ce qui est le frein, c'est le problème financier. Mais vous auriez eu ça avec un coût acceptable, personne ne se poserait la question de son utilisation. Donc là aussi, il faut que les tutelles fassent en sorte que ces coûts soient acceptables pour nos sociétés. Hein, parce que de façon moléculaire, ce sont des produits qui sont très proches du bicalutamide, c'est des produits de synthèse pour lesquels on devrait quand même avoir des coûts de fabrication qui nous permettent de les avoir à des prix décents. Donc, cette place aujourd'hui, elle va changer complètement notre comportement, et nous, ça va nous changer aussi
la façon d'aborder le cancer de prostate résistant à la castration métastatique, puisque de plus en plus, mais ça dans les années qui suivent, on aura donc des patients qui auront reçu des hormonothérapies de deuxième génération. Donc là, on va revenir à nos chimiothérapies, on va revenir à des traitements, je dirais, plus ciblés sur des anomalies génomiques, etc. Mais on va revenir à un stade où on était il y a 15 ans, ou 10 ans, quand on a développé le Taxotere. Sauf qu'on le fera après 2 lignes d'hormonothérapie et avec des patients qui seront encore plus vieux. Ils auront pris 3 ans de plus. Et donc, il faudra manager ça, il faudra apprendre à faire ce travail-là. Ben oui, mais c'est une réalité. Alors, le problème qui se pose de ces M0, c'est que si on fait d'autres examens, notamment plus sophistiqués aujourd'hui, si vous faites un PET à la choline, vous en trouvez dans ces M0, ben, il y a beaucoup de M1. Et si vous faites demain du PET au PSMA, il vous restera pas beaucoup d'M0. Il vous restera des M0 en dessous de 0,5 nanogrammes par ml. Alors, est-ce que ça vaut le coup de traiter avec en dessous de 0,5 de PSA? Alors donc, vos AMM là, elles vont être décalées par rapport à vos pratiques. C'est déjà le cas. Alors maintenant, à la limite, pour pouvoir avoir la palutamine, il faut surtout pas faire de PET choline. Alors que tout le monde a pris l'habitude d'en faire. Mais si vous voulez avoir l'accès aux médicaments pour être utile à votre patient, surtout n'en faites pas. Là, c'est un pas devant, un pas derrière, enfin bon. En gros, on rame un peu quand même, hein, d'accord, dans nos indications thérapeutiques. Mais c'est vrai qu'on est toujours en décalage par rapport aux tutelles. D'accord? Donc ça, c'est utiliser le PET scan, et vous savez que vous allez dépister au PET scan des petits ganglions, des petits trucs, et puis que vous allez surtout maintenant avoir aussi des traitements d'oligométastase. C'est-à-dire peut-être vous ne mettrez pas en route votre hormonothérapie, mais vous allez traiter et peut-être gagner de nouveau 1 an, 2 ans, 3 ans en traitant, je dirais, localement une récidive ganglionnaire, et c'est toujours du temps gagné. Alors pour nous, chimiothérapeutes demain, c'est encore du temps, ils vont encore vieillir davantage, hein, d'accord? Donc à part des formes graves, voilà. Donc cette oligométastase, ça intéresse beaucoup de gens, il y a plein d'essais en cours. Pour l'instant, on n'a pas de données quand même pour savoir si on a une efficacité, mais c'est très difficile. Et puis la grande révolution, finalement, la grande révolution, même si vous avez déjà entendu ça maintes fois, c'est quand même le métastatique hormonosensible. La grande révolution, pourquoi? Parce que vous avez commencé par du Taxotere, là maintenant arrivent les hormonothérapies, puis arrivent les traitements locaux régionaux. Donc vous avez là, en 2 ans, des données qui ont changé complètement votre façon de voir le problème et surtout de prendre en charge vos patients. Alors, juin 2017, c'est pas vieux quand même, c'est même pas 1 an et demi. Enfin, juste 1 an et demi. Et en 1 an et demi, on va tout avoir chaboulé. Donc, le Chartide, hein, je vais passer rapidement, le Stampede, rapidement, vous savez que là, vous aviez donc pas d'intérêt avec l'acide zolhydronique, hein, à ce stade-là, donc là aussi, les Anglais ont fait un beau travail pour bien montrer, alors que dans le sein, on a exactement l'inverse, que là, l'acide zolhydronique, dans des études randomisées, n'apporte rien au stade hormonosensible. Vous aviez ces données claires, 3 études, vous les mettez ensemble, elles vous donnent donc niveau 1A, parce que vous avez 2 études randomisées qui ont fait l'épreuve, méta-analyse qui est positive, recommandation partout, possibilité donc d'utiliser la chimiothérapie en même temps que je dirais que la suppression androgénique chez les patients au moins qui sont fit pour la chimiothérapie. Donc vous étiez là, tout le monde était content, et puis arrive évidemment l'attitude. Donc là aussi, on peut être fier d'avoir fait 2 années de suite une plénière quand même. Ben, c'est vrai. Hein, et donc, l'abiraterone plus la suppression androgénique versus placebo suppression androgénique, donc vous avez vu cette réduction du risque de décès, vraiment important. Et n'oubliez pas que c'était une analyse intermédiaire. Mais les données sont telles en analyse intermédiaire qu'il n'avait aucune chance pour des analyses suivantes que ça. Et vous savez, c'est une règle dans toutes les hormonothérapies adjuvantes, que ce soit dans le sein ou dans la prostate,
Ça s'écarte, ça ne devient jamais, ça se referme jamais. Le bénéfice, non seulement il dure dans le temps, mais il s'améliore dans le temps. Dans le sein, vous avez une amélioration à 20 ans. Hein. Regardez vos courbes de méta-analyse. Donc quand les gens disent « Ah mais à 5 ans, il n'y a pratiquement rien », moi, quand ils me posent comme ça, quand ils m'embêtent là-dessus, je leur dis, mais vous avez les yeux collés sur le truc, mais vous voulez vivre que 25 ans, mais vous avez une espérance de vie de 20 ans. Alors regardez la courbe à 20 ans. Et quand c'est comme ça, alors que vous avez ça à 5 ans, vous avez ça à 20 ans. Et donc, là aussi, c'est un intérêt. Et vraisemblablement, là, on va gagner aussi sur les patients qui bénéficient du traitement des années pour ceux qui vont être très sensibles au traitement. Et à moindre frais. D'accord ? Pas à moindre frais, je dirais au niveau des effets secondaires, pas à moindre frais, évidemment, économiques. Donc vous aviez ça, et puis on va passer vite pour tous les critères de jugement, parce que Stampede est arrivé, et Stampede est arrivé avec, là aussi, des comparaisons possibles entre ceux qui avaient reçu du Taxotere et ceux qui avaient reçu de l'acétate d'ébiraterone, de façon parallèle, dans 2 essais différents, enfin sous-essais différents de l'étude Stampede. Et on se retrouvait dans Stampede avec une population non sélectionnée. C'est-à-dire qu'autant Latitude avait sélectionné une population grave. Je vais pas insister dessus, mais je vais reprendre quand même dessus. Regardez les critères de Latitude. Au moins 2 des 3 critères suivants, c'est-à-dire qu'il faut du score de Gleason supérieur à 8, supérieur à 7 ou supérieur ou égal à 8, 3 lésions osseuses au moins, et des métastases viscérales. Il vous faut 2 des 3 critères. Donc c'est des populations qui ressemblent à celles de Chartide. Tandis que dans Stampede, vous mettiez tout le monde, y compris les N+. Mais dans Stampede, si vous regardez que les métastatiques, si vous regardez, moi ce que j'avais dit, étant au comité cancérologique de la FU, à l'écriture des recommandations, on m'avait fait le reproche de pas, enfin, puisqu'on travaille en comité, pas moi particulièrement, enfin comme c'était moi sur la partie médicale, d'avoir dans les recommandations inclus tout le monde. C'est-à-dire de ne pas prendre... L'AMM, elle est bien que pour les données de latitude. Mais il faut penser que quand vous avez des études académiques, on ne va pas auprès des autorités de santé en remboursement. Ça coûte tellement cher, les académiques n'ont pas l'argent. Mais c'est pas pour ça que vous ne prenez pas en compte les données académiques, que je sache. Surtout quand le nombre de malades, il est supérieur. Donc dans l'attitude, évidemment, il y avait un hazard ratio qui était exactement celui qu'il y a là ici, c'est-à-dire 0,63. Je vais vous le montrer. Attendez, c'est 0,62 par exemple en survie globale. Donc dans l'attitude 0,62, dans Stampede 0,63, alors que vous aviez une population non triée dans Stampede. Et donc dans les recommandations, vous êtes autant dans la population de latitude que dans la population de Stampede. Ben, moi, ça me semblait aller de soi. Pourquoi il y aurait un hazard ratio qui serait mieux dans une étude que dans une autre? Pourquoi, alors qu'il y a plus de malades dans Stampede, ça serait latitude? Alors que l'attitude soit plus pure, soit mieux fait, je suis d'accord. Mais comme c'est mort-vivant, il y a peu de chances d'avoir de biais. Hein, c'est pas une réponse thérapeutique, c'est pas une survie sans progression radiographique où vous pouvez discuter. Je suis mort ou je suis mort. Hein, c'est sur registre, vous savez, le jour, l'heure, enfin vous savez tout. Hein. Donc, pour moi, j'ai eu aucun problème dans les recommandations nationales, à l'époque, un petit peu avant qu'arrivent les études, on mette l'ensemble des populations pour pas avoir de tri. Parce qu'il ne faut pas avoir qu'un raisonnement économique. Hein. D'accord? Parce que les tutelles à dire, bah, si on en fait moins, ça nous coûtera moins cher. Non. Bon, d'accord. Enfin, le pauvre qui a moins de métastases, il n'aurait pas le droit au traitement. Alors qu'il a le même bénéfice. C'est bizarre. Donc, ça c'est Stampede, hein, qui montre exactement la même chose, sauf que dans les N-, tout ça, c'est pas... Donc, on est bien dans le métastatique. Et quand on regarde... Ça, c'était les données de Stampede, hein, c'était
C'était clair, il n'y a pas de sélection de malades dans les conclusions de Stampede. Et c'est, je crois, à New England comme dans Latitude. Hein. C'est le même niveau de publication. Donc pour moi, le même niveau de preuve. Même si j'aime bien Karim. Hein. C'est pas contre Karim, au contraire, il a fait un truc splendide. Bon. Ça, c'est la méta-analyse, et qui montrait, vous voyez, entre Stampede et Latitude, regardez la différence quand on trie une population, quand on ne la trie pas. Les carrés sont un peu pareils. Hein. Donc ça c'était pour dire qu'on ne traitait pas les mêmes malades, qu'il y a plus de métastases viscérales, de métastases graves, hépatiques, etc. Mais le message finalement de Latitude, moi c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire non seulement ça sert à une population générale, mais même dans une population grave pour laquelle on aurait au départ pensé que ça serait plus une population que l'on traiterait en chimiothérapie, et ben cette population-là, elle marche aussi bien avec l'acétate d'abiraterone. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est un peu du paradoxe. C'est-à-dire qu'au départ, tout le monde avait pensé, et quand on discute avec Karim Fizazi, dans le GTUC12, je n'en ai pas à me parler, mais dans le GTUC12, la population qui bénéficie le plus de la chimiothérapie, c'est pas la population qui a un glisone supérieur ou égal à 8. C'est plutôt la population localement avancée. Alors qu'en sous-groupe, on aurait bien pensé au départ que c'est la population plus indifférenciée au niveau histologique qui allait davantage bénéficier de la chimio. C'était l'hypothèse. Eh bien, à la sortie, c'est pas le ça. Mais on se trompe souvent en ce moment. Hein, nos concepts, encore une fois, ils sont pas bien. Alors, je suis pas là pour les remettre tous en cause. Hein, je suis pas encore une fois le gilet jaune de la de la soirée. Hein. Mais vous voyez bien que c'est très difficile et que si on veut avancer, il faut bien avoir des données médico-scientifiques qui soient là pour nous mettre des bornes, parce que sinon, on a des idées préconçues qui sont pas toujours bonnes. Donc là, population plus grave, mais finalement, on se retrouve à la même chose. Alors le choix entre le docétaxel et la biratérone, hein, évidemment, en toxicité, on est plus important. Hein, et puis finalement, on n'arrive pas à cerner une population qui va être davantage pour la chimiothérapie que pour la biratérone. Hein. Alors, quand on a comparé dans Stampede, les deux bras de Stampede, alors c'est la comparaison indirecte, ça aussi, ça c'est critiquable, mais quand on regarde les populations qui ont été incluses dans ces deux bras, vous voyez que l'âge médian, 65-66 ans, le PSA médian, c'est pareil, les métastases, c'est pareil, ils sont dans la même zone d'inclusion. Finalement, c'est des populations quand même relativement comparables. Donc même si c'est de la comparaison indirecte, on n'a quand même pas des biais très forts comme ça que l'on voit à l'analyse. Et donc, ces données qui avaient été rapportées à l'ESMO, celles-là, elles ont été peut-être rapportées à l'ESMO 2017, en survie globale, que vous fassiez du docétaxel ou de l'acétate d'abiraterone, les résultats sont les mêmes. Donc aujourd'hui, ne vous le culpabilisez pas non plus quand vous faites du docétaxel et que vous n'avez pas encore accès à l'acétate d'abiraterone. En termes de résultats thérapeutiques, les résultats sont manifestement identiques. Le problème, c'est la morbidité, mais bon. Donc survie sans événement osseux, vous voyez que c'est pareil. Survie sans métastase, c'est pareil. Bon, ça c'est des études bayésiennes, je vais pas. Hein. Et donc le problème, c'était les patients. Les patients, quand vous compariez les patients de Charty, c'était surtout des patients métastatiques d'emblée avec les 3/4, enfin les 2/3 qui étaient avec des signes de gravité, hein, ce qu'il avait défini par... Oui, allez-y. Alors, je pense que c'est là où sans doute, pour l'instant, c'est les seules choses qui n'aient pas été analysées, et c'est sans doute l'élément primordial. Moi, je pense que là-dessus, sur le temps de doublement, il y a sans doute quelque chose à aller chercher. Parce que, manifestement, pour le glisone, dans le glisone, on a un fourre-tout. Bon, là, je peux pas vous faire la biologie, mais par exemple, en biologie, en métastatique, en maladie localement avancée,
quand vous regardez la génomique de ces tumeurs localisées. Il y a jusqu'à, on ne va pas dire de bêtises, mais ça doit être 13 à 15% qui doivent être SPOP positifs, c'est-à-dire mutés. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'SPOP? SPOP, c'est toujours exclusif des gènes de fusion, mais c'est des formes toujours corrélées à des formes graves, à des glisones élevés. Or, on sait qu'elles sont très hormonosensibles. Et vous ne retrouvez pas les 13 à 15% métastatiques. Donc vous avez bien des formes graves là, avec des traitements qui par contre vont modifier leur gravité naturelle, et vous ne les retrouvez pas à la sortie. Donc le glisone, alors que vous êtes en train de regarder une sensibilité à l'hormonothérapie, et que ça devrait être donc un glisone moins sensible à l'hormonothérapie, peut-être qu'il y a des sous-classes comme ça qui font que eh bien, vous perdez le sens prédictif de l'hormonorésistance de certaines formes qui sont glisones élevées. Alors je ne sais pas si ce que je dis est totalement vrai, mais vous avez sans doute des hypothèses de ce côté-là. Par contre, si vous voyez que sous hormonothérapie, votre temps de doublement est rapide, vraisemblablement, là, c'est un bon critère d'hormonorésistance. Et que là, sans doute, c'est un bon critère de chimiothérapie. On le sait avec l'enzalutamide ou les autres, avec quand il y a moins d'1 an de délai, ou quand il y a des temps de doublement rapides. Et c'est pour ça que pour l'enzalutamide, la palutamide, là, on avait pris les temps de doublement rapides, pour essayer d'avoir des critères de jugement qui soient plus prédictifs de la survie des gens, et de savoir qui on allait améliorer. Mais je crois qu'on n'a pas assez analysé, à ce stade de maladie, le facteur prédictif qu'est l'hormonosensibilité initiale. Et ce qu'il aurait été bien, c'est de traiter en hormonothérapie standard, une suppression androgénique standard, de regarder à 3 mois la chute, d'accord, le déclin. Et si la pente est pas forte, vraisemblablement ceux-là, c'est pas des bonnes indications. Et on pourrait faire un test comme ça, parce que rappelez-vous, la possibilité d'être incluse dans Chartide ou dans Latitude, c'était, vous aviez 3 mois, et il n'y a pas d'analyse sur parce que ça n'a pas été fait comme ça pour tous les patients, d'accord? Ça n'a pas été standardisé, donc vous avez du mal à prendre ça. Mais si vous aviez une possibilité d'anticiper la courbe, vraisemblablement, vous pourriez mieux poser les indications de chimiothérapie. Et qu'en pratique, comme ça, moi je regarde quand même ça. Et donc, puisque souvent c'est l'urologue qui a mis en route son traitement de suppression androgénique, le temps de le voir, etc., vous avez la pente. Comment? Il suffit de faire un PSA de plus, avec 3 points ou 4, vous pouvez quasiment anticiper jusqu'où vous allez descendre. Et si vous avez une courbe comme ça, au lieu d'une courbe en descente brutale, peut-être que là, de mettre du docétaxel a du sens. Et c'est sans doute un moyen excessivement simple, excessivement non coûteux, d'avoir un facteur prédictif de réponse thérapeutique au taxotère. Mais alors, c'est écrit nulle part. Ça a été jamais étudié. Donc, on ne peut pas en faire une recommandation. Donc, en fait, j'ai rien dit là. Mais dans la pratique quotidienne, ça sert. Parce que de temps en temps, on fait de la médecine aussi, d'accord, pour les patients. Et donc, je pense que ça, ce sont des petits trucs qui peuvent servir. Alors, au volume, bas volume. Vous voyez, bon, ça c'est les... Je repasse. Je vais aller vite là-dessus. Bon, la qualité de vie, on l'a étudié. Bon. Donc le choix, c'était un petit peu ça. Et je pense que là-dessus, vous aurez peut-être des critères qui vont vous permettre là de mieux choisir le docétaxel comme ça. En attendant, on est en cours là ça c'est Gwenaëlle Gravis qui est en train de reprendre pour voir si l'expression de ERG, c'est-à-dire le fait d'avoir les gènes de fusion, et vous savez qu'1 sur 2 ont un gène de fusion, peut-être que ça c'est un facteur prédictif. D'accord? Mais
pour l'instant, ça n'a jamais été un facteur pronostic, jamais un facteur prédictif de quoi que ce soit, jusqu'à preuve du contraire. C'est un événement tellement précoce au niveau de la carcinogénèse prostatique, parce que vous l'avez dans les lésions précancéreuses. C'est un petit peu comme HER2, hein, dans le CIS, d'accord ? Bon, ça, je vais passer. Donc, les définitions dans les patients à latitude, donc, vous voyez, sont un petit peu différentes. Et, finalement, les investigateurs de Stampede vont se servir de ces deux critères pour faire une analyse rétrospective de leur étude générale. Pour voir si, effectivement, l'acétate d'abiraterone est surtout utile dans le haut volume tumoral ou dans le bas volume ou dans le mauvais pronostic par rapport à, enfin, dans les critères pronostiques de latitude. Donc, ils ont pris la comparaison en critères de jugement principal sur les critères de latitude, parce qu'au moins ils sont mieux définis. Et puis en secondaire, en analyse aussi, ils ont fait avec les données de Chartide. Donc on réanalyse l'ensemble des données de survie globale de Stampede en analysant des sous-groupes suivant ces deux critères. Et on voit que ça soit dans la population à haut risque, ça confirme l'attitude, mais que on a aussi le même bénéfice dans la population de bas volume. Hein, que ça soit en survie sans progression, en survie globale, même si là c'est pas des belles photos, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de, on les a pas retravaillées encore, hein. Donc je les ai pas sous autre forme. Mais en tout cas aujourd'hui, bas volume, haut volume, c'est relativement identique. Hein. Donc il n'y a pas de raison de choisir, je dirais, entre les deux critères. Et donc ça, c'était en plénière à l'ESMO, ça a été publié dans le Lancet. Le problème qui se posait aussi, c'est que Stampede a analysé, dans un essai à part, l'intérêt ou pas de la radiothérapie de la prostate sans les ganglions, avec deux schémas d'irradiation particuliers. Alors, je laisserai les radiothérapeutes commenter sur l'hypofractionné anglais, mais bon, là j'ai pas de connaissance là-dessus. Mais pour regarder si l'irradiation de la prostate avait un intérêt, en fonction aussi de la présentation, au volume, bas volume, tumoral ou les critères de latitude ou pas. Et finalement, on se rend compte que dans le haut volume, il n'y a pas de bénéfice en survie. Par contre, dans le bas volume, oui. Manifestement, alors comment on peut expliquer ça? Et que dans toute la population, par contre, ce qui est important, c'est ça, même si la survie globale n'est pas améliorée, il y a une survie sans événement qui est améliorée. Alors, ce qu'on peut reprocher à Stampede, là, c'est qu'est-ce qu'on appelle les événements. Parce que, je pense, aussi dans la discussion de la radiothérapie locorégionale, quand on diminue le fait d'éviter des stomies, le fait d'éviter des hématuries qui nécessitent des hospitalisations régulières, le fait, moi je pense qu'on prendrait que des hospitalisations ou des gestes chirurgicaux et on compterait de chaque côté, si ça permettait d'éviter de façon majeure ces complications, que personne ne souhaite aux patients, hein, passer par une stomie, etc., c'est quand même difficile. Je pense qu'on remettrait en cause aussi un certain nombre d'indications. Parce que vivre une certaine durée de temps, c'est bien, mais savoir comment on vit cette durée de temps, c'est aussi majeur. Quand vous avez 3-4 ans à vivre, autant les vivre avec le moins de séjours hospitaliers possible, avec le moins de complications possible. Donc, je ne sais pas comment vont se faire à partir de ces données-là, les recommandations. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des recommandations, puisqu'il y a des gains en survie globale, pour avoir des irradiations locales de la prostate sur des patients ayant un bas volume métastatique osseux. Parce que maintenant, ils vont vivre longtemps. Et donc, ils sont soumis à des complications locales. Et donc, je pense que ça, il va falloir en discuter maintenant dans le cadre de vos RCP. On va attendre, là maintenant, PIS1 vient de clore
ces intégrations de patients. On a donc deux randomisations. Une randomisation qui se fait avec ou sans acétate d'abiraterone, mais là, ça va apporter qu'une pierre au moulin, mais où il y a déjà suffisamment à moudre. Hein, qu'on ait 3 études randomisées ou 2, ça ne change rien. Sauf si on n'avait pas les mêmes résultats, mais on n'imagine pas qu'on n'ait pas les mêmes résultats. Et la deuxième chose, c'est l'irradiation locorégionale. Donc, avec Stampede, on aura sans doute dans 2 ans 2 études randomisées montrant l'intérêt du traitement locorégional. L'avantage de PIS1, c'est qu'il y a en plus des patients qui sont traités par Taxotere, puisque quand on a eu droit d'utiliser le Taxotere dans les tumeurs métastatiques d'emblée, il y a eu un amendement pour que les patients puissent en bénéficier dans le cadre de cette étude. Et donc nous, ça c'est les recommandations de l'EAU. Vous voyez que c'est pour tout le monde. On discute pour tout le monde, soit l'acétate d'abiraterone, soit le dossier Taxed. Et que nous, ce qu'on a fait en France, est indiqué en association à haut risque, nouvellement diagnostiquée. Et ça. Alors, en ce qui concerne les nouvelles hormonothérapies, ce qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'elles sont utiles aussi sur des patients qui ont des anomalies sur les gènes de la réparation de l'ADN, et notamment sur le BRCA2, puisque finalement c'est BRCA2 qui nous intéresse. Alors là, les paris dans la salle. Quand vous êtes muté BRCA2 métastatique, avec plein de métastases partout, une tumeur agressive, vous répondez aussi bien que les autres à l'acétate d'abiraterone, mieux ou moins bien? Mieux. Alors, première étude, moins bien.